Bon, donc maintenant vous le savez, les modes de scrutin de la 5ème République sont globalement mauvais. On en a parlé là. Une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Eh ben c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça tombe bien, hein? Bienvenue dans ce nouvel épisode hors sujet d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui on va donc parler d'autres modes de scrutin et on va voir qu'avec un peu d'imagination, et comme toujours de volonté politique, on pourrait faire bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on va commencer en parlant de... Condorcet. Je vous en avais dit un mot dans cette vidéo-là, et donc Nicolas Condorcet s'est intéressé, parmi plein d'autres choses, à la traduction des choix politiques en mathématiques. Il a beaucoup travaillé notamment sur les modes de scrutin eux-mêmes, en se posant des questions somme toute assez simples. Comment peut-on s'assurer que le candidat élu était le meilleur? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le meilleur? Eh bien, pour Condorcet, le meilleur candidat, c'est le vainqueur de Condorcet. Ben non, bien sûr que ça s'appelait pas comme ça à l'époque, c'est après ces travaux qu'on a commencé à utiliser cette appellation-là, mais elle est importante à connaître. Un vainqueur de Condorcet, c'est un candidat qui est préféré majoritairement à tous les autres. Remarquez que je parle de candidat, mais que c'est valable même pour tout type de vote. Ça marche aussi quand on vote pour le meilleur parfum de glace, ou pour choisir le film qu'on va aller voir au cinéma avec ses amis. Bref, le candidat qui est préféré majoritairement à tous les autres. Dit comme ça, on a un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, c'est vrai, et pourtant, en creusant, vous allez voir que c'est moins trivial que ça n'en a l'air. Prenons un exemple de cinéma justement. Vous êtes 3 amis, Alice, Bob et Charlie, et vous décidez d'aller au cinéma vendredi prochain. Vous avez le choix entre 3 films, Kaamelott volume 1, le nouvel OSS 117, le nouveau Night Shyamalan... Bref, Old quoi. Alice veut voir Old, Bob veut voir Kaamelott et Charlie veut voir OSS 117. Je sais pas, il a peut-être pas vu les critiques disant que c'était raté, je sais pas, enfin bref, on s'en fout quoi. Donc, pour choisir votre film, vous êtes bien embêté. Heureusement, vous repensez à Condorcet, et là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez les seconds choix de chacun. Alice veut voir Old, mais elle préfère Kaamelott à OSS 117. Bob veut voir Kaamelott, mais il préfère Old à OSS 117. Charlie veut voir OSS 117, mais il préfère Kaamelott à Old. On sait donc maintenant que 2 personnes préfèrent Kaamelott à OSS 117, Alice et Bob, que 2 personnes préfèrent Kaamelott à Old, Bob et Charlie, et que 2 personnes préfèrent Old à OSS 117, Alice et Bob. Donc, une majorité préfère Kaamelott à OSS 117, et une majorité, différente certes, et c'est ça l'astuce, préfère Kaamelott à Old. C'est donc Kaamelott, notre vainqueur de Condorcet. Si on revient à la politique, vous noterez, à nouveau parce que vous l'aviez déjà noté dans la vidéo de Condorcet, que notre bon vieux scrutin uninominal à 2 tours qu'on utilise pour la présidentielle par exemple, ne permet pas spécialement d'élire le vainqueur de Condorcet. Par exemple, en 2012, François Bayrou était préféré à François Hollande par une majorité d'électeurs, de droite, et à Nicolas Sarkozy par une majorité d'électeurs, de gauche, mais qu'il n'a pas été qualifié au second tour et donc qu'il n'a pas gagné. Bon, vous me direz, c'est bien tout ça, mais imaginons que dans notre exemple précédent, Alice ait préféré OSS 117 à Kaamelott. Dans ces cas-là, 2 personnes préfèrent OSS 117 à Kaamelott, Alice et Charlie, 2 personnes préfèrent Kaamelott à Old, Bob et Charlie, et 2 personnes préfèrent Old à OSS 117, Alice et Bob. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de vainqueur de Condorcet. Toute notre petite logique s'écroule. On appelle ça le paradoxe de Condorcet. Et c'est assez gênant, si bien que tous les modes de scrutin qui vont suivre la méthode Condorcet vont surtout s'appliquer à résoudre ce paradoxe. Ça donne des choses mathématiquement assez jolies, mais dans la vraie vie, pas vraiment applicables. Et de manière générale, la complexité, c'est un peu le problème de la méthode Condorcet. Imaginez la dernière présidentielle par exemple. Il y avait 11 candidats. On va d'abord regarder si le candidat 1 bat le candidat 2, s'il bat le candidat 3, le candidat 4, etc. jusqu'à 11. Puis on va regarder le candidat 2. On sait déjà s'il bat le candidat 1 ou pas, mais il faut regarder s'il bat le 3, le 4, etc. Et si on continue jusqu'au 11e candidat. À 11, ça fait 55 duels à représenter. Je sais pas si vous avez déjà participé à un dépouillement. Si c'est pas le cas, faites-le, c'est intéressant. Mais c'est clairement impossible à faire, sauf à y passer toute la nuit. Et en plus, imaginez qu'après ces heures passées à faire des bâtons dans des cases, il n'y a pas de vainqueur, vous allez en avoir gros. Pour contourner ce problème, un mode de scrutin est très en vogue actuellement, le jugement majoritaire. C'est le cas par exemple de la primaire populaire qui essaie actuellement de forcer les candidates et candidats de gauche
à s'unir pour 2022. Le jugement majoritaire, c'est en quelque sorte une adaptation de la méthode Condorcet pour éviter le paradoxe de Condorcet, même si du coup, on n'est pas certain d'élire le vainqueur de Condorcet quand il existe. Je vais reprendre l'exemple du cinéma et de notre paradoxe. Avec la méthode Condorcet, Alice avait classé les 3 films, de celui qu'elle préférait, Old, à celui qu'elle aimait le moins, Kaamelott. On a donc juste un ordre entre les candidats. Avec le jugement majoritaire, on va intégrer des nuances. Par exemple, on va demander à Alice de juger chacun des films en indiquant si elle a vraiment très envie de le voir, plutôt envie de le voir, ni envie ni pas envie, plutôt pas envie ou pas envie du tout. Ça va lui permettre déjà d'être plus fine dans son vote, mais également potentiellement de mettre des candidats à égalité, ce qui n'était pas le cas avec la méthode Condorcet. Par exemple, elle va dire qu'elle a vraiment très envie de voir Old, qu'elle n'a plutôt pas envie de voir OSS 117 et vraiment pas envie de voir Kaamelott. On pose la question à Bob et Charlie qui répondent comme ça. Maintenant, on va regarder ce que donnent les jugements de chaque film. Ça donne ça. Pour savoir qui gagne, il faut regarder pour chaque film quelle est sa mention majoritaire. En gros, on veut qu'il y ait une majorité absolue des votants qui soient d'accord pour lui donner au moins cette appréciation. Quand on est 3, la majorité absolue, c'est 2. Donc on va regarder la deuxième meilleure mention obtenue par chaque film. Pour celles et ceux qui ont fait un peu de maths, ça se rapproche assez fortement du principe de médiane, et on dit souvent qu'avec le jugement majoritaire, on va regarder le point médian, même si c'est pas tout à fait exact. On voit dans notre tableau que la mention majoritaire pour Old est plutôt envie, celle pour Kaamelott est ni envie ni pas envie, celle pour OSS 117 plutôt pas envie. On a donc levé le paradoxe de Condorcet et on va pouvoir aller voir Old. Le jugement majoritaire a plusieurs avantages, et encore, je vais pas parler du fait qu'il ait été inventé par des Français il y a une dizaine d'années, mais déjà, il va permettre souvent de choisir le vainqueur de Condorcet, même si c'est pas garanti. Il n'est pas soumis au paradoxe de Condorcet, même si des égalités peuvent encore apparaître, mais dans ces cas-là, il existe des méthodes pour les départager, que je vais pas évoquer ici, mais que vous retrouvez sur Wikipédia par exemple, et on peut imaginer que moins de gens s'abstiendront par contestation du système puisque chacun peut exprimer sa contestation en donnant des notes pourries aux candidats. Mais cette méthode n'a pas que des avantages. L'un de ses inconvénients, c'est qu'elle est encore un peu compliquée à expliquer. Est-ce que vraiment elle peut être bien appliquée et acceptée si tout le monde la comprend pas ? Pas sûr. Et elle a un autre inconvénient, un peu plus méta, celui-là. Elle fait le même présupposé que Condorcet, vous savez. Si un candidat est préféré à tout autre par une majorité ou une autre, alors il doit être élu. Et oui, mais est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que Condorcet se serait pas trompé ? Alors c'est un peu compliqué en France de se poser la question, parce que nous sommes conditionnés par cette notion de majorité. La majorité décide. Mais est-ce que la dictature de la majorité sur la minorité, c'est une vraie démocratie ? C'est encore plus flagrant aux États-Unis, 2 blocs de population s'affrontent, l'un composé de 81 millions de personnes est plutôt de gauche, l'autre composé de 74 millions de personnes est vraiment de droite. Est-ce qu'on peut dire qu'une démocratie fonctionne quand on ne tient pas compte de l'avis de 74 millions d'électeurs sur un total de 150 millions ? Alors oui, je sais, chez eux c'est même parfois le vote majoritaire dont ils tiennent pas compte, mais c'est pas le sujet. Cette question, c'est par exemple ce qu'évoque cette vidéo sur la chaîne Esprit Critique et que je vous conseille de regarder. Est-ce que la démocratie, ce serait pas plutôt la recherche d'un consensus le plus large possible sans que la majorité n'écrase la minorité ? Dans ce cas-là, le principe de Condorcet n'est pas bon du tout, puisqu'il regarde uniquement ce que pense la majorité. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'avec la méthode Condorcet, on va prendre en compte l'avis de plusieurs majorités différentes, donc au final intégrer plus de monde qu'une majorité absolue à 50% des électeurs plus 1, mais quand même, il se base bien sur cette notion de majorité. Donc, si on veut rechercher les consensus les plus larges possibles, il va falloir s'orienter vers d'autres modes de prise de décision. Je ne vais pas trop parler de la prise de décision par consensus, mais évidemment, c'est un mode de scrutin qui correspond à l'idéal dont on parlait précédemment. Les électeurs discuteraient longtemps et essaieraient d'aboutir à une solution qui ne provoque plus contre elles d'opposition farouche. Et quand on dit ça, on pose le principe de base de cette nouvelle logique. On ne va pas regarder ce qui plaît le plus à une majorité, on va regarder ce qui provoque le moins de veto de la part de tous. Repartons au cinéma. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à cause de Condorcet, vous alliez perdre un de vos meilleurs amis ? Parce que Charlie ne voulait pas du tout aller voir Old. Et vous allez le forcer parce que les 2 autres avaient très envie et plutôt envie de le voir.
Mais est-ce qu'il faudrait pas plutôt trouver une solution qui ne fasse pas de mécontents? Par exemple, avec OSS 117, on sait qu'on fait plaisir à Charlie qui voulait vraiment le voir, et qu'à côté, Bob, ça lui était un peu égal, et Alice ne voulait plutôt pas, mais rien de grave. Est-ce que ce serait pas une meilleure solution? D'ailleurs, dans la vraie vie, ça se finit souvent comme ça, avec un « bon allez, si tu veux ». Pour ça, on peut prendre la décision par consensus. Là, à 3, c'est possible de discuter un peu et de se mettre d'accord, mais quand on a beaucoup plus d'électeurs, ça devient vite compliqué. Heureusement, on a des modes de scrutin qui permettent de répondre à cette exigence. L'exemple que je trouve le plus intéressant, c'est la méthode Borda. Alors c'est marrant, parce que Borda, justement, c'est un contemporain de Condorcet. Bon, c'est pas la grosse éclate non plus, mais c'est un peu marrant quand même, non ? Et Borda, il trouvait que la méthode Condorcet était un peu trop complexe. Vous savez, simuler tous les duels et voir qui les gagne. Du coup, Borda a proposé une autre méthode. Il propose aux électeurs de classer tous les candidats et de ce classement découle un nombre de points. Par exemple, quand il y a 3 candidats, le premier a 3 points, le deuxième 2 et le troisième un seul. Ensuite, on ajoute les scores obtenus par les candidats et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. On va pas l'illustrer sur notre histoire de cinéma à 3 parce que ça a aucun intérêt, les 3 films terminent à égalité. Mais dès qu'il commence à y avoir plus d'électeurs, on se rend compte que la méthode de Borda va avoir tendance à favoriser les candidats les plus consensuels au détriment de ceux préférés par une majorité peut-être, mais détestés par une minorité importante. Par exemple, si j'ajoute 2 amis, Dave et Eve, et un film, Benedetta, et que l'on a ces préférences-là, Condorcet nous dit encore qu'il faut aller voir Old, parce que 3 personnes préfèrent Old à Benedetta, 3 autres le préfèrent à Kaamelott et 3 autres à OSS 117, donc il est le vainqueur de Condorcet. En revanche, la méthode Borda nous dit qu'il faut aller voir Kaamelott, parce qu'il y a peut-être moins de gens qui voudraient absolument le voir, mais que le film ne répulse personne. Je vous ai donc parlé jusqu'ici de 3 types de scrutin, la méthode Condorcet, le jugement majoritaire et la méthode Borda. Il en existe beaucoup plus, mais ces 3 me semblent les plus intéressants, et si vous voulez en voir plus, allez traîner sur YouTube, il y a plein d'exemples, y compris des modèles mathématiques poussés qui donnent des choses assez jolies et complètement inapplicables. De manière générale, quand on réfléchit à un mode de scrutin, on réfléchit à des critères que l'on veut satisfaire. Il y en a plein. À nouveau, vous pouvez aller voir sur Wikipédia pour avoir un aperçu. Parmi les principaux, on trouve bien sûr le critère de Condorcet dont j'ai parlé, mais aussi la robustesse du mode de scrutin face au vote stratégique, ce qu'on appelle le vote utile. En gros, ça veut dire qu'on veut éviter que les électeurs votent autre chose que ce qu'ils pensent vraiment. C'est par exemple le cas avec le vote utile à la présidentielle. En 2017, des électeurs de gauche ont ainsi voté pour Macron au premier tour afin d'éviter un second tour Fillon-Le Pen, alors qu'ils auraient préféré voter Mélenchon ou Hamon s'il n'y avait pas eu de risque. Alors c'est un peu facile de se dire que le vote utile est néfaste par nature. Pourtant c'est effectivement ce qu'on se dit intuitivement. Oui mais si tu avais voté Mélenchon, il serait passé au second tour et il aurait peut-être gagné. Attention, on retrouve là le même biais que pour les méthodes majoritaires. Le fait même d'accepter de revoir son choix préféré pour aller vers une majorité plus vaste, c'est déjà un début de recherche de consensus. Et donc, on peut estimer que ça fait partie de la démocratie. Bon ça c'est pour le vote utile classique, celui dont on parle dans nos élections à nous, mais il faut savoir que de nombreuses méthodes telles que Condorcet, Borda ou le jugement majoritaire nous exposent à un autre vote stratégique. Les électeurs ont intérêt à mal classer les candidats les plus dangereux pour le leur, donc à le classer plus bas que ce qu'ils pensent réellement. Et ça, c'est pas très démocratique, ni recherche de consensus. Dans l'exemple du cinéma, si Alice, qui préférait Old, avait mal classé Kaamelott, le vainqueur aurait été Old, y compris avec la méthode Borda. C'est donc un vote stratégique plus gênant, puisqu'on ne va pas chercher de consensus, mais qu'on fausse le résultat total. En conclusion, soyons honnêtes, aucun système de vote n'est parfait, mais il est quand même possible de trouver mieux, voire beaucoup mieux, que notre scrutin uninominal majoritaire à 2 tours des présidentielles. Faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on recherche. Est-ce qu'on souhaite rester sur un mode où la majorité impose son choix, ou alors passer à une vision un peu plus démocratique et la recherche d'un consensus? Attention, c'est pas une question triviale. Ça revient à choisir entre le fait d'avoir systématiquement un candidat modéré, consensuel élu, et à l'inverse, le fait de privilégier les candidats clivants. Et c'est pas évident qu'un président systématiquement centriste soit la meilleure des idées. À ce moment-là de la vidéo, vous devez normalement être en train de vous demander ce que vous préférez comme scrutin entre tout cela. Ou alors vous êtes endormi, on se réveille! Le problème finalement, c'est pas tant de savoir quel mode de scrutin on préfère pour désigner un candidat unique. Rappelez-vous ma vidéo sur les modes de scrutin de la 5ème République.
Le problème, c'est surtout de confier le pouvoir à un individu seul. Donc, tant qu'on a ces institutions perfectibles, dirons-nous, allons-y, réfléchissons. Condorcet, Borda, jugement majoritaire ou tout ce que vous voulez. Mais à un moment, il va peut-être falloir s'orienter vers des modes de scrutin plus représentatifs, proportionnels, tirage au sort, etc. On en reparle. Allez, un dernier type de scrutin pour la route, celui de YouTube. C'est simple, tu mets le pouce vers le haut si t'as aimé la vidéo, celui vers le bas sinon, sans oublier de t'abonner en activant les notifications. Camarades, à bientôt!